Avec Healing Force, nous nous intéressons ni à la maladie ni à sa cause, mais surtout à la source de la santé et à la vie déjà présente. Mais que fait donc un praticien Healing Force pour que tous ces changements se produisent pour lui et la personne qui l'accompagne? La réponse est qu'il est simplement attentif. De cette attention se produisent énormément de phénomènes. Il n'évalue ou n'analyse rien, simplement il s'observe. Il reste attentif à lui-même. Nous ne tentons donc jamais d'évaluer, de traiter ou bien de changer quoi que ce soit chez la personne que nous accompagnons, ni en nous-mêmes. Nous sommes pleinement attentifs à nous-mêmes, point. Pourquoi préférer simplement être attentif plutôt que de faire quelque chose? Pourquoi l'attention est-elle si importante? Aurions-nous perdu la tête? Justement, parlons-en, car la recherche actuelle semble bien montrer tout le contraire. Les scientifiques sont d'ailleurs tous d'accord sur le fait que la principale manière de changer notre cerveau est de diriger notre attention consciemment vers l'intérieur. Et oui, notre simple attention change profondément notre cerveau, comme un enfant avec de la pâte à modeler. Pour ne citer que la célèbre psychiatre américaine Rebecca Glading, le cerveau et la façon dont nous pouvons le modeler est fascinant et tout simplement incroyable. Une attention à chaque fois plus grande à nous-mêmes est aussi naturelle que spontanée. Et c'est ça la pratique avancée du Healing Force. Mais cela n'est pas fondamentalement l'application d'une technique. Un nouveau-né, par exemple, a-t-il appris quelque part à être attentif ou quelqu'un lui a-t-il dit de l'être? Si modeler notre cerveau n'est pas le but de Healing Force, c'est là simplement un de ses nombreux avantages. Voyons ensemble comment la façon dont nous dirigeons notre attention a un impact considérable sur notre vie. Un scientifique de l'université de Pennsylvanie, le Dr Andrew Newberg, a pris des images du cerveau de plusieurs personnes avec leur attention portée vers eux-mêmes. Comme prévu, leurs lobes frontaux hautement intelligents se sont éclairés à l'écran. Oui, car d'innombrables autres études l'avaient déjà montré. Cependant, ce qui l'a le plus surpris, c'est que les parties du cerveau appelées les lobes pariétaux se sont immensément refroidies lors de l'expérience. Alors que la solitude et l'isolement social sont connus pour les faire habituellement bouillir. En nous faisant nous sentir connectés à tout le monde et à tout, l'attention portée à l'intérieur annule les effets néfastes, mentaux, émotionnels et physique de la solitude. Vous savez, ce problème qui afflige plus de la moitié de la société moderne. Alors, pendant que les amis vont et viennent, la distanciation est là, grandit, l'attention vous aidera toujours. Tout est prévu. Si nous savions déjà que les musiciens avaient cette partie du cerveau plus développée que les autres, une étude de la faculté de médecine de la UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, en 2012 a révélé que le corpus callosum, le corps calleux, donc le grand câble nerveux joignant les deux hémisphères cérébraux, était remarquablement plus fort, plus épais et bien plus activé chez les personnes ayant une attention habituellement portée vers l'intérieur. L'harmonisation des deux hémisphères cérébraux ouvre la porte à une panoplie d'avantages. Une meilleure concentration, une réflexion plus profonde, une super créativité, une excellente santé mentale, une mémoire améliorée, des pensées plus claires, etc. Une étude célèbre de l'école de médecine de l'université de Washington a montré clairement le lien entre dépression chronique et rétrécissement d'une partie du cerveau que l'on appelle l'hippocampe. Mais en 2008, une étude a révélé qu'après seulement 8 semaines d'attention tournée vers l'intérieur, les hippocampes gauche et droit des participants avaient considérablement augmenté en épaisseur, en densité, en taille. Cette découverte incroyable suggère que l'attention portée vers l'intérieur pourrait inverser le phénomène de dépression en protégeant notre cerveau. Le docteur Larry Squire, psychiatre de renommée mondiale de l'Université de Californie, a publié un article révolutionnaire montrant à quel point l'hippocampe est essentiel à l'apprentissage et à la mémoire. En tant que l'une des neuroscientifiques les plus éminentes au monde, le docteur Sarah Lazar de l'université de Harvard et ses collègues ont étudié le cerveau de personnes intérieurement attentives pendant des décennies. Parmi une longue liste de découvertes impressionnantes sur le cerveau sain, ces recherches montrent que l'attention portée à l'intérieur augmente considérablement l'épaisseur de l'hippocampe. En d'autres termes, comme un artiste qui moulerait de l'argile, l'attention façonne notre cerveau en quelque chose de beau et d'intelligent. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique a montré que lorsque nous faisons un don à une œuvre de bienfaisance, le centre du plaisir de notre cerveau s'illumine, comme la pleine lune par temps clair.
Une autre étude de l'Université de San Diego, Californie, a révélé que les actes de gentillesse, de générosité et de coopération se propageaient à tout le monde à proximité. Être compatissant ouvre la porte à une foule de bienfaits pour la santé. Vivre plus longtemps, soulager l'anxiété, la dépression et permet de renforcer notre immunité. Enfin, la liste est longue. Une étude de l'école de médecine de l'Université de Californie à Los Angeles, très citée, a révélé que l'insula dorsale antérieure droite, dans des personnes ayant leur attention habituellement portée vers l'intérieur, était très active. Quel est le lien ? Comme l'ont montré des neuroscientifiques de l'université, cette fois du Wisconsin, il s'agit de la même zone cérébrale qui s'illumine comme un sapin à Noël lorsque notre gentillesse et notre compassion est à fond. L'attention portée à l'intérieur semble activer la zone de notre cerveau qui est la même que celle activée quand nous sommes gentils et compatissants. Est-ce là juste une coïncidence si les plus grands humanitaires de l'histoire soient également des méditants? Se pourrait-il que cela forge littéralement le cerveau vers la gentillesse et la compassion? Est-ce que ce changement massif de conscience par la méditation les aurait poussés à faire de si grandes choses? Avec un état d'esprit porté vers l'intérieur et fraîchement amélioré, paradoxalement, nous nous mettons à la place des autres et nous voyons notre visage dans les autres. Par notre attention, quel changement positif pourrions-nous là susciter dans le monde ? Considérant que l'anxiété et la peur sont centrées sur l'activité de l'amygdale du cerveau et qu'environ 11 millions d'études scientifiques estiment que le stress est la cause numéro 1 de la maladie, trouver un moyen de réduire la taille ou du moins l'activité de l'amygdale du cerveau peut sembler utile pour l'avenir de l'humanité. Et cela peut se faire sans aucun effort. C'est en 2011 que des chercheurs du Massachusetts General Hospital ont analysé le cerveau de 51 adultes avant et après 8 semaines d'entraînement intensif à l'attention portée à l'intérieur. Qu'ont-ils trouvé? Une découverte stupéfiante. Ils avaient effectivement réduit au silence l'activité électrique de leur amygdale et beaucoup moins de signaux d'anxiété, d'inquiétude et de peur rebondissaient autour de leur beau cerveau. Cependant, ce qui les a profondément secoués, et la communauté scientifique également, c'est que les participants avaient considérablement réduit le volume de l'amygdale de leur cerveau. Et cela n'a pas pris des millions d'années, ni même des années. Ils ont accompli cet exploit en moins de 2 mois. Les implications de cette découverte sont énormes, sachant qu'il est possible, comme pour éteindre la lumière, d'éteindre cette partie du cerveau. Nous pouvons là nous protéger des effets négatifs bien documentés du stress, de l'anxiété et de la dépression. D'autres études ont montré que l'attention intérieure grandit et épaissit notre cortex préfrontal. Qu'en pensez-vous ? En 2012, le docteur Dean Falk, à la tête de l'université de Floride, a comparé les images cérébrales du cerveau d'Einstein à celles de 85 autres cerveaux humains normaux. Le résultat était que le cortex préfrontal était bien plus développé chez Einstein. Rappelons que cette partie du cerveau est connue pour être activée lors de l'orchestration de nos pensées profondes, quand nous planifions, nous décidons, etc. Et alors, me diriez-vous? Eh bien, une étude vraiment historique réalisée en 2005 par la célèbre neuroscientifique de l'université de Harvard, Dr Sarah Lazar, a révélé que les personnes ayant l'attention vers l'intérieur avaient beaucoup plus de densité neurale, d'épaisseur et d'activité électrique dans leur cortex préfrontal. Ça vous rappelle quelqu'un? Ces caractéristiques ont rendu le cerveau d'Einstein si célèbre. Il en va sans dire que les implications de cette découverte sont immenses. Cela ouvre une toute nouvelle dimension avec de puissants avantages. Moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure prise de décision, une meilleure santé, une volonté plus forte, un QI plus élevé, enfin la liste est longue. Soutenue par une pile d'études d'1 kilomètre de haut, la communauté neuroscientifique voit maintenant l'attention à soi-même comme le saint graal pour les gens qui veulent être plus intelligents, en meilleure santé et réussir. L'attention en soi-même était autrefois une pratique marginalisée. Elle est maintenant à la mode. Si le PDG de Twitter, Jack Dorsey, ou le cofondateur de Google, Sergey Brin, sont attentifs à eux-mêmes et offrent à leurs employés la possibilité de faire de même, je ne pense que eux n'ont pas perdu la tête. Chez Google, l'ingénieur Chan Meng-Tang, maintenant à la retraite, a d'ailleurs lancé des classes du type Search Inside Yourself, cherche en toi, en proposant des séances de méditation dans un certain nombre de ses bureaux. Si certains prennent clairement soin de leur cerveau et le modèlent littéralement, la théorie scientifique admise selon laquelle un déséquilibre chimique du cerveau serait la cause de maladies mentales est depuis plusieurs années fortement remise en cause. Le docteur Mark Graff, ancien responsable des affaires publiques de l'Association américaine de psychiatrie, et son confrère Stephen Scharfstein
ex-présidents de l'Association américaine de psychiatrie, pour ne citer qu'eux, ont clairement admis qu'il n'y avait aucune analyse, aucune trace biologique ou objective prouvant l'existence de quelconque maladie mentale ou trouble psychiatrique dans le cerveau. Un grand nombre d'experts aujourd'hui discréditent la théorie du trouble mental, et on peut tout à fait comprendre. Pourquoi ? Car il n'y a simplement aucune preuve scientifique à l'appui. Saviez-vous à ce sujet que théorie en grec ancien signifie faire du spectacle ? La plupart des chercheurs ont admis la théorie très connue selon laquelle l'esprit et la conscience est produite à partir d'une activité du cerveau. Cependant, personne n'a jamais été en mesure de montrer comment les cellules cérébrales peuvent générer des pensées ou une conscience. Il est intéressant de noter qu'aucun mécanisme biologique plausible n'a jamais été proposé pour expliquer cela. Et oui, la science est pleine de dogmes, eux-mêmes ancrés dans nos livres depuis des lustres. Aucune preuve scientifique quand même. Heureusement, on remet en cause de plus en plus la théorie selon laquelle la conscience serait un produit du cerveau. Le docteur Sam Parnia, pour ne citer qu'un exemple, qui est directeur de soins intensifs et de recherche en réanimation à l'école de médecine de l'université de New York, étudie avec son équipe exactement comment le cerveau meurt. Devant l'Académie des sciences de New York, il a affirmé en septembre 2019, je vous cite car ça vaut le coup, le fait que les gens semblent avoir une pleine conscience avec des processus de pensée lucides, bien structurés, une formation de mémoire à partir du moment où leur cerveau est très dysfonctionnel ou même non fonctionnel est déroutant et paradoxal. Je suis d'accord que cela soulève la possibilité que l'entité que nous appelons l'esprit ou la conscience ne soit pas produite par le cerveau. Il est certainement possible qu'il y ait peut-être une autre couche de réalité que nous n'avons pas encore découverte, qui dépasse essentiellement ce que nous savons du cerveau et qui détermine notre réalité. Donc je crois qu'il est possible que la conscience soit une entité scientifique encore inconnue, qui ne peut pas nécessairement être produite par l'activité synaptique dans le cerveau. Si nous vivons une transformation constante, un fitness cérébral sans effort par la pratique du Healing Force, une chose est sûre, nous sommes bien plus étonnants que nous le pensions.